Et aussi un peu nous raconter comment tu as eu le déclic de te dire: «Ah mais tiens là, on pourrait lancer, Solid Her». Tu as un petit, conseil, à donner aux auditeurs qui aimeraient, se lancer dans l'événementiel, tu pourrais leur dire quoi? Une vocation qui est effectivement, premièrement d'accompagner des femmes et deuxièmement d'être dans la formation et la gestion de projet. C'est vrai que quand on va en networking, comme je disais, on a tendance à aller vers les gens qu'on connaît un peu, ou on va un peu côtoyer des personnes à la tête en se disant: «Bah, cette personne a l'air un peu sympa, un peu extravertie». Bienvenue dans Sous-marin, le podcast qui plonge dans les side projects les plus inspirants. Un side project, c'est comme un side hustle en fait. C'est un projet que tu lances en parallèle de ton activité professionnelle et que tu alimentes pour, peut-être, par la suite en faire une profession ou, démarrer une activité, mais pas obligé. Donc, moi je suis Pierre Aboukra, je suis le fondateur du podcast, et aujourd'hui on a cette salle grâce à l'Ascenseur. L'Ascenseur, c'est une coalition qui rassemble, plus de 100 associations et qui nous met à disposition donc, ses locaux. Aujourd'hui, donc je suis avec Audrey Randria Mandrato, qui est la fondatrice de Solid Her. Solid Her, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, de l'événementiel. Donc aujourd'hui dans ce marin, on va parler d'événementiel, notamment, comment en fait, avec des femmes, on peut, enfin, créer un événement pour leur donner un peu accès, aux outils digitaux. Et donc, voilà, moi j'ai hâte de découvrir, ça avec toi Audrey. Et donc pour moi, ma première question, c'est, est-ce que tu peux te présenter et aussi un peu nous raconter, comment tu as eu le déclic de te dire: «Ah mais tiens là, on pourrait lancer, Solid Her»? Oui. Donc je m'appelle Audrey, j'ai 29 ans, je suis créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux. Je suis également, présidente d'une organisation féministe et je suis la fondatrice, et la dirigeante de Solider, donc qui est une agence d'événementiel networking qui se repose sur une méthode qui est, l'intention, la connexion, et l'introspection. Donc comment est-ce que j'ai eu le déclic pour créer Solidaire? En fait, ça a été très simple, c'est que à la fin de mes études, je tombais en plein covid, ce qui faisait qu'aller chercher un contrat, un CDI, c'était déjà assez compliqué sur le marché. Je sortais d'un master qui était lui assez, professionnalisant, ce qui fait que, il y avait très peu de postes, mais il fallait absolument, postuler pour être sûr d'avoir du travail à la rentrée. Ce à quoi, en fait, j'ai eu une sorte de peur. Je me suis dit, «Est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans ce domaine toute ma vie?» Ce qui fait que j'avais juste un pas à faire en réalité pour entreprendre, et ce pas-là, j'ai décidé de le prendre directement, à la fin de mon master, et de créer Solider. Donc Solider, c'était pas du tout Solider à la base, ça s'appelait même 24 HWD, rien à voir. Donc c'était vraiment un peu du, consulting autour de l'organisation, de la formation, et puis petit à petit, j'ai trouvé en gros, une vocation qui était effectivement, 1°, d'accompagner des femmes et deuxièmement d'être dans la formation et la gestion de projet. L'accompagnement pour les femmes, ça a été un peu compliqué puisque, se positionner sur clairement l'entrepreneuriat, j'ai tout de suite senti en fait qu'il y avait une sorte de concurrence, qui était en train d'exploser en France. Je me sentais pas de me battre contre des clubs privés, des incubateurs et cetera. Donc petit à petit, j'ai affiné et aujourd'hui, c'est vraiment, une agence événementielle networking, mais effectivement, on a un, social club pour les femmes. Donc ce social club, il a vraiment pour objectif de connecter des femmes qui sont actives et qui ont un peu marre du, métro boulot dodo, et voilà. OK, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses, c'est trop cool. En fait, je m'attendais plus à quand j'ai découvert Solideur, je voyais plus, OK, c'est pour, aider des femmes à, comprendre le digital, mieux et pouvoir digitaliser des solutions. Mais c'est plus que ça, en fait, c'est vraiment, en fait, un groupe d'entraide et enfin, est-ce que du coup, par exemple, vous parlez beaucoup de charge mentale ou c'est vraiment plus l'aspect technique, on va aider des femmes à aller vers le digital? Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a eu un moment où c'est vrai que Solidaire, c'était vraiment d'aider, des femmes à aller vers le digital, et c'est aussi un pivot que j'ai laissé tomber. Donc ça fait vraiment quelques mois que je suis, sur ce pivot, clairement événementiel, networking, social club, parce que j'ai senti que le besoin, il était là, qu'en réalité, il y a plein de femmes qui viennent me voir et qui me disent: «Moi, j'ai du mal à casser mon cercle social, classique.
ou encore, c'est des personnes qui sont en reconversion professionnelle et elles ont besoin d'inspiration. C'est même plus finalement, comme on dit, très technique, où en gros elles s'attendent à avoir vraiment des clés, professionnelles. C'est parfois même très simple en réalité, c'est juste, pouvoir, parler des sujets, qu'elles abordent au quotidien. Donc, là tout à l'heure tu parlais de la charge mentale. Clairement, on en parle pendant nos, social clubs, la charge mentale des entrepreneuses, la charge mentale des grandes sœurs, la charge mentale, des personnes qui ont une envie créative, mais qui sont dans des métiers très techniques. Donc, il y a beaucoup de choses et c'est aussi, je pense, qui fait la force aujourd'hui de l'entreprise et du social club. C'est que, on n'essaie pas justement de courir après cette image un peu de, girl boss, boss lady. On est vraiment avec, des femmes qui sont, de façon très simple, qui ont peut-être même pas, plus envie d'ambition professionnelle que ça, mais qui ont juste besoin de lien social. Mmh. Oui, en fait, il y a une entreprise un peu, solidaire où en fait tu vas, créer des groupes de parole, pour pouvoir échanger, voilà, sur, tous ces défis un peu que des femmes, ont au quotidien dans leur vie active, ou, dans l'entrepreneuriat. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est vraiment des sortes de même pas de groupe de parole, on essaie de casser aussi ce côté, trop formel du groupe de parole. On va prendre, en gros, le concept, c'est d'aller dans des lieux, que les gens ont tendance à côtoyer, donc les coffees, par exemple. Et en gros, quand tu vas à un coffee shop, souvent tu as tendance à parler aux gens que tu connais et nous, en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de casser ça et de laisser les gens se parler sans se connaître et de vraiment connecter et de fil en aiguille, en fait, à la fin de chaque social club, on se rend compte qu'elles ont une vraie vocation networking, puisque les filles, elles s'échangent des contacts. Après, elles s'ajoutent sur LinkedIn, elles s'ajoutent sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. Et c'est vraiment ça aussi le but de ce qu'on est en train de monter, ouais. OK, et comment tu arrives à coordonner, tout ça, la partie networking, la partie, comment tu arrives à pousser les gens à aller, enfin, les unes vers les autres? Oui. Alors ça, c'est une super question parce que c'est vrai que quand on va en networking, comme je disais, on a tendance à aller vers les gens qu'on connaît un peu ou on va un peu côtoyer des personnes à la tête en se disant bah, cette personne a l'air un peu sympa, un peu extravertie, je vais y aller. Et pourtant, nous, on a des profils hyper introvertis. Donc, en début d'atelier, souvent, elles nous disent, moi, je suis une personne, je suis introvertie. Aujourd'hui, j'ai juste décidé de venir pour voir à peu près comment ça se passe et à la fin, en fait, c'est celle qui reste toujours super longtemps et c'est pour ça qu'au début du podcast, je parlais d'une méthode que moi j'ai inventée, qui est en gros, la méthode que j'ai appelée ICI. Donc d'abord, c'est, l'intention. Pourquoi tu viens à un événement networking? Quelle est ton intention? Est-ce que tu veux sortir avec, des contacts? Est-ce que tu veux te faire connaître? Est-ce que tu viens juste te faire des copines? La deuxième, c'est la connexion. Donc on crée des petits jeux, notamment on fait des bingos. Par exemple, un bingo social, trouve la personne dans la salle, qui est l'aîné de sa famille, et cetera. Et après à la fin, on a une partie un peu plus introspection, c'est-à-dire qu'on laisse toujours un petit temps aux participantes de revenir sur, leur intention de départ. Est-ce qu'elles ont réussi à partir finalement avec une connexion ou est-ce qu'elles se sont pas du tout, exprimées pendant l'atelier? Ou par exemple, on avait, un événement de créatrices de contenu et leur intention de base, c'était se lancer sur les réseaux sociaux et à la fin, elles avaient une petite introspection en se disant: «Ben, quel est mon feed de rêve, en fait? Quels sont les partenariats dont j'ai envie? Quel type de contenu je veux partager?» Et c'est ça qui fait un peu la différence avec, je pense, les autres, clubs de networking. OK, et concrètement, comment tu fais pour arriver à trouver, toutes ces femmes? Enfin, est-ce que tu vas avoir leur profil sur LinkedIn, ou est-ce que enfin, c'est du bouche à oreille habituellement? Comment tu fais pour un peu, trouver toute cette communauté? En fait, ce qui était quand même top, c'est que, j'ai commencé à gagner un peu de l'audience sur les réseaux sociaux. Ça fait à peu près 1 an et demi que je me suis lancée un peu à fond, c'est-à-dire que faire beaucoup de vidéos, ouais, faire beaucoup de carrousels, produire beaucoup et ça m'a emmené en gros une, majorité de femmes. Donc je pense 70 80 de mon audience sur les réseaux, c'est des femmes et très souvent, en fait, pour l'événement, c'est parce qu'elles me connaissent un peu d'abord et qu'elles sont venues après, pendant l'événement et il y a juste eu un moment où j'avais un petit peu envie de casser justement ce cercle, que je connais plus ou moins, de mes partages, et j'ai, donc contacté des influenceuses et des créatrices de contenu que j'ai invitées sur un événement.
et qui ont parlé de l'initiative, le projet et cetera et puis de fil en aiguille aussi, ça s'est fait, beaucoup de bouche à oreille, notamment donc j'ai toujours, une fille qui va recommander les événements à d'autres filles et c'est comme ça que petit à petit, en gros, on arrive à remplir, notre agenda. OK, c'était qui, les influenceuses, que tu as pu inviter? Mmh mh. Alors j'ai, une influenceuse, malgache parce que je voulais, toucher aussi ma communauté puis vu que je suis d'origine malgache. Elle, c'est une influenceuse quand même qui comptabilise, peut-être 200 000 abonnés au total sur ses réseaux sociaux. Après, j'ai une autre influenceuse qui elle est plus, parisienne, on va dire. Elle, s'appelle, 7777 Juliette et la dernière, c'est une créatrice de contenu, qui s'appelle, oh my god, j'ai oublié son nom. Ah, la honte. J'ai un trou là. Ah oui, pardon, voilà, c'est bon et la dernière influenceuse que j'ai contactée, elle s'appelle, AKD, Sandra. C'est une créatrice de contenu, plus UGC, donc les user generated content. C'est elle reçoit des produits, elle fait en gros, pas vraiment de la pub, mais du contenu pour la marque et elle a eu plein de clients comme ça, donc c'est elle que j'ai contactée, en dernier et elles m'ont emmené donc un public aussi un peu différent, chacune. Mmh. Et après, enfin, techniquement, comment tu fais? Enfin, c'est vrai que dans ce moment, j'aime bien un peu démystifier le process de création. Comment tu fais pour coordonner, les événements et puis après, comment tu fais pour, enfin, est-ce que tu as un peu, un template où tu vas dire: «Bah, là, on a tel événement, donc on va publier, tant de carousels, tant de vidéos», enfin, c'est cadré comme ça ou c'est enfin, comment tu fais exactement? Alors c'est trop bien que tu poses la question parce qu'avant j'avais pas de process. Ce qui fait que ça au bout d'un moment, je pense, plus tu réitères et plus tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il faut quand même un minimum organiser, un minimum préparé et là, tu parles du template de planification et c'est vrai que nous, c'est un template aussi qu'on, vend, que je vends. Je vends un template, et des guides, des mood boards, ce qui permet aussi à d'autres gens de s'ils veulent plus tard d'organiser leurs événements, le faire, et c'est un template que moi j'ai utilisé sur, plein d'autres événements. Mais des événements de je dirais de plus grande envergure, qui comptabilisent peut-être 1 000 à 2 000 participants. C'est quand même un template sur lequel je sais que c'est un truc gagnant, j'oublie quasiment rien dessus, je peux mettre ma to-do list et cetera. Mais en termes de process, vraiment donc il y a la partie organisation, c'est comme, je disais, c'est quoi l'intention de l'événement? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre dans cet événement? Après, il y a la partie évidemment un peu le brief créatif, donc dans quel type d'endroit on veut le faire, quel type d'activité on veut présenter, quel type de profil de participante, on a envie de toucher et il y a un agenda pour la planification que j'ai trouvé, que je trouve super, qui s'appelle Luma. Donc c'est une billetterie événementielle. Je trouve que en France, c'est pas une billetterie très démocratisée, pourtant c'est une billetterie très puissante. Tu vois? Il s'adapte à l'agenda de la personne qui l'ajoute. Donc la personne, elle voit les événements et elle met oui ou non, elle paye tout de suite si ça colle avec son emploi du temps. Donc tu vois, il y a un truc quand même assez sympa dessus et ça, c'est, notamment dans mes process, je pousse d'abord l'agenda avant de pousser, l'événement. C'est un peu de dire, même si on a un événement dans 3 semaines, sache que dans 1 mois, on a encore un événement parce que si tu ajoutes l'agenda, tu le verras tout de suite, dans ton par rapport à tes disponibilités. Et par rapport au contenu, donc oui, je travaille avec 2 stagiaires, une stagiaire qui est purement création de contenu et une autre qui est un peu sur de la coordination événementielle et donc ensemble, on a réfléchi à un type de procédure qu'on veut. Donc on a fait une planification. On sait qu'on a souvent envie de parler des coulisses de l'événement, comment on prépare l'événement. De 2 aussi, on a aussi envie de parler de on partage pas mal le ressenti des participantes, donc comment elles se sentent avant et après et puis, on a aussi la partie un peu plus, tu vois, donc une affiche avec le prix, le détail, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en général, on part sur ces 3 types de contenus et peut-être une vidéo où moi je vais vraiment pousser, la billetterie à dire, «Voilà, si tu as rien à faire samedi prochain, sache que on a telle activité» et ça, c'est, un contenu que je fais beaucoup sur TikTok, par exemple. OK, ouais, trop bien et c'est parce que les sources du coup, de revenus pour toi, c'est exclusivement l'organisation d'événements, ou c'est après tu as des investisseurs et tout? Enfin,
comment ça se passe? Enfin, je sais que en fait, c'est vrai qu'on s'est connus, chez Time to Start et chez Time to Start, c'était passé chez KPMG donc il y avait un peu aussi enfin voilà, enfin, ils voulaient un peu t'accompagner en conseil et cetera. Donc c'est vrai que, enfin, c'est vrai que les revenus, quand on commence, c'est toujours le truc, un peu enfin, qui te fait stresser donc c'est vrai que toi, est-ce que tu as vraiment que cette source de revenus où ça va être grâce aux événements que tu organises ou en plus, enfin voilà, il va y avoir, bah, voilà, un peu des communications publicitaires qui vont se greffer de temps en temps enfin, ou pas? Enfin, tu me dis quoi? Ben, je suis très contente que tu prennes l'exemple de KPMG parce que c'est ce jour-là où j'ai eu, en gros, une conscience un peu sur mon business model. La première fois, on m'a dit: «Ouais, mais en tant qu'association, il y a pas de problème, ça va marcher, mais en business, franchement, on doute» et j'étais un peu dégoûtée à l'époque d'avoir écouté ce conseil parce que les clubs privés féminins ont explosé, en Île-de-France après. Ouais, absolument. Moi, je suis, les locomotives, enfin, c'est la locomotive, pardon, en podcast. C'est vrai que ça a explosé, que c'est un boom, retentissant, ouais, donc oui, ouais, je comprends que Ouais, c'est ça et c'est justement, c'est là où je me suis dit. Hey, juste une petite coupure pour vous dire merci d'écouter En sous-marin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner selon votre plateforme d'écoute, à laisser 5 étoiles. Et si l'épisode vous fait penser à un pote, n'hésitez pas aussi à lui en parler. Voilà, bonne fin d'épisode et merci pour votre soutien. Mais en fait, c'est vrai qu'en 2023, je faisais partie des personnes qui disaient que c'était important de monter des clubs. Mais malheureusement, c'est vrai que à côté de ça, il y avait aussi, comme tu dis, le business model. Il n'était pas suffisamment clair dans ma tête pour que je puisse y aller à fond comme je le fais aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis allée à fond parce que j'ai un business model qui est plus clair. Donc le business model, c'est quoi? C'est que le social club n'est pas ma principale, source de revenus. Le social club, c'est vraiment un endroit pour tester les animations networking. L'idée, c'est de ne pas non plus être déficitaire, hein. C'est clairement, de pas non plus, trop investir dedans et en fait se rendre compte qu'on perd plus d'argent qu'autre chose. Mais c'est aussi vraiment un moyen de tester les animations networking et ces animations networking, je les vends après à des entreprises. Donc en gros, je te parlais de la méthode qui était, l'application avec les jeux, plus une sorte d'animation que tu peux faire, auprès d'un team building, auprès de je sais pas, tu fais un cohésio, ou encore tu décides de faire, un apéro, networking et en gros, l'entreprise peut utiliser cette application pour, justement animer un petit peu, ces networking. À côté de ça, il y a le template de planification. Donc, si les événements du social club ont vraiment plu, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un carnet d'inspiration d'événements. Donc on n'a pas peur de vendre le concept. En gros, je vends le carnet d'inspiration et après le carnet d'inspiration, on dit: «OK, si vous avez vraiment envie de lancer vos événements, on vend le template de planification». Donc c'est quand même différentes strates et la différente strate où je dirais j'ai quand même un ticket, plutôt premium, c'est que je vends tout de suite de l'accompagnement stratégique à des entreprises ou des associations. J'ai déjà travaillé avec deux clients comme ça. Donc tu vois, il y a quand même différentes strates. Après, je l'entends, là, je suis toute seule, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai, il y a un petit début qui est nécessaire, voilà. ouais et c'est vrai que moi, je connais pas du tout, en fait, les serious games. C'est ça que tu proposes, exactement? Mais enfin, voilà, moi, je connais pas du tout, je sais pas du tout qu'est-ce que ça apporte, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des thématiques? Donc je veux bien si tu m'expliques un peu tout ça. C'est un peu plus différent d'un serious game parce que le serious game, c'est que, tes collaborateurs ou collaboratrices, savent déjà pourquoi ils viennent pour le serious game. Tu vois, par exemple, un serious game RSE, management stratégique, donc ils savent exactement pourquoi ils viennent. Voilà. La différence avec moi, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça peut être, imaginons un séminaire dans lequel, les gens, ils ont pas l'habitude de se parler. Ils téléchargent l'application, il y a des petits jeux à faire et en gros, c'est pour créer vraiment, de l'interaction entre personnes qui ont peut-être pas l'habitude de se parler ou, de vraiment créer une équipe et d'avoir des souvenirs un peu de cet événement. C'est là où c'est, assez différent et c'est vrai que mon positionnement, j'avais pas honte en fait de me dire, moi je préfère me concentrer sur l'interaction humaine, donc les vraies interactions sociales que, me lancer dans un autre,
Tu vois, Serious Game ou un autre escape game d'entreprise qu'il faudra encore défendre. En quoi c'est utile de prendre mon escape game et pas, juste un truc qui se repose sur, des interactions sociales, classiques. Mmh. Très bien et donc la partie solidaire aussi, je me demande, en fait, donc finalement, toi, tu conçois ça un peu comme, tu peux organiser des événements solidaires, pour, donner, bah, voilà, de la visibilité aux femmes, les aider dans la partie networking. Mais en même temps, du coup, tu proposes à des entreprises, enfin, donc, des expériences où comme ça, enfin, elles peuvent, bah, voilà, mettre en valeur leurs salariés, faire des team building, enfin, voilà, moi, je sais que, par exemple, la prise de parole. Enfin, toujours en séminaire, c'est des trucs où, à chaque fois, on se regardait tous un peu, on se demandait qui va parler en premier, quoi. Donc, oui, effectivement, c'est bien d'avoir des gens qui facilitent, en fait, bah, toutes ces interactions. Mais c'est ça un peu donc, la partie solidaire, ça elle va intervenir à ce moment-là, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Donc, ce que tu sous-entends par solidaire, effectivement, c'est aussi, ben, pousser vraiment le social. Et ce que j'ai remarqué, c'est souvent quand on ne sait pas à qui parler, ben, on va aller sur son tel. On va aller sur son téléphone et on va rester dans son coin et cetera. Et moi, je me suis dit: «Ben, quitte à rester sur son téléphone, autant qu'il y ait une petite application qui permette, à des gens aussi de pouvoir se parler», comme tu as dit, de faciliter les échanges. Et c'est vrai que le switch aussi, c'est, avant, le fait d'être concentré sur, des clients purement solidaires, il y a toujours cette question du budget qui intervient. Donc, ils nous disent tout le temps: «Ah, je ne sais pas si c'est, utile, si c'est nécessaire en ce moment, si vraiment on va mettre de l'argent dedans». Et c'est pour ça que je dis que vaut mieux vraiment parler de créer du lien social. Et là, à ce moment-là, effectivement, la RH qui a besoin de faire son team building, 3 fois dans l'année, elle y trouve son compte. L'organisateur d'événements qui voit que quand, ils font un festival, personne ne se parle vraiment. Voilà, c'est plus sur ce côté-là, que je me concentre. Et sur la partie solidaire, le social club, c'est pareil, les gens payent leur billet, mais ils sont quand même bénéficiaires de l'événement. Mmh, mmh. Ouais, parce que c'est clair que faire des soirées, à outrance, en fait, enfin, ça va pas forcément apporter grand-chose alors que, bah, là, en fait, tu vas structurer quelque chose où, en fait, tout le monde va pouvoir échanger, OK, c'est trop cool, c'est très bien, c'est très bien. Je me demande comment tu sélectionnes, les partenaires, les intervenants, pour tes événements? Alors c'est une très bonne question. Les partenaires et les personnes avec qui je travaille pour les événements, principalement, c'est des gens qui sont venus me chercher. Donc c'est vrai que je vais moins prospecter. Là d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais changer, je vais commencer à plus prospecter, mais en ce moment, j'ai plus de personnes qui me contactent, que l'inverse. Notamment, le premier lieu où on a organisé les coffee dates, c'est mon cousin, clairement, qui a ouvert un coffee, tattoo shop et qui m'a dit: «Écoute, moi, je suis tatoueur, tout ce qui est événementiel, social et cetera, j'y connais rien. Donc est-ce que tu peux nous proposer une façon de ramener des gens de façon récurrente? On serait intéressé vraiment pour, mettre en avant, notre coffee». Là, je vais travailler avec 2 restaurants. Pareil, un des restaurants, je les ai contactés parce que j'aimais bien l'ambiance et puis je voyais qu'ils organisaient déjà ce type d'événement. Mais le deuxième restaurant, c'est vraiment une personne qui est tombée sur nous sur les réseaux sociaux et qui nous a dit: «Ben, j'ai un établissement dans le 18e, moi j'aimerais vraiment, créer quelque chose, comment, on peut collaborer avec vous?» Et c'est vrai que ça se fait un peu plus comme ça. Après, parfois, j'ai des coups de cœur, donc notamment, j'ai des lieux que j'ai vraiment, côtoyés moi-même, avec, lesquels j'ai un coup de cœur. Je me dis: «Mais là, faire un truc, sur la diaspora africaine», par exemple, le lieu diaspora qui est, à Réaumur-Sébastopol. Là, je les ai contactés pour leur dire: «Ben, j'aimerais vraiment faire quelque chose chez vous, et comment ça fonctionne? Comment on peut privatiser?» Voilà. Après pour les partenariats, traiteurs et cetera, moi, je travaille beaucoup à la confiance et au lien. Donc c'est déjà des gens que c'est déjà des gens que j'ai côtoyé dans d'autres événements, que j'ai vu dans d'autres événements, que j'ai vu faire à l'œuvre. Et je suis quelqu'un, je t'avoue, je suis assez, parfois un peu, exigeante. Et donc je déteste quand on me met des plans au dernier moment. Et en fait, je sélectionne très vite les gens comme ça. Donc une fois, parfois, je travaille avec des gens sur des événements, ils disent une semaine avant: «Finalement, on le fait pas» et cetera. Je les rappelle plus, tu vois? Ou encore quand je vais à des événements et que j'ai vu que, la queue, elle était comme ça, mais que le traiteur, il les a traités à une vitesse, grand V, je vais tout de suite voir les gens et leur dire: «Bah, je veux travailler avec vous, comment on fait?»
Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension, je pense, de ma part, qui est que je suis quelqu'un d'extraverti, même extraverti. Donc, quand je veux vraiment parler à quelqu'un, je vais y aller, en fait. Et c'est comme ça que je sélectionne aussi les partenaires. Moins sur l'aspect professionnel, mais sur l'aspect très humain et la fiabilité aussi. OK, et c'est vrai que je me demande aussi, avec l'intelligence artificielle, enfin, c'est vrai que l'événementiel, ça a pas forcément l'air d'être impacté, mais en fait, si, ça a supprimé pas mal de jobs. Et toi, enfin, comment tu as fait pour, par rapport à ça? Est-ce que ça a eu un impact sur ton business ou pas vraiment? Aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle par rapport à l'événementiel, c'est vrai que ça peut aider, je pense, sur le côté un peu, heu, un brief stratégique, une conception. Mais je trouve que ce qui est top avec l'événementiel, c'est quand même, un domaine très humain. Donc, comme je te disais, les gens, ils ont envie de connecter, ce qui fait qu'il y en aura toujours, je pense, d'événements. De 2, ils sont moins sur les événements à distance, sauf si c'est vraiment des masterclass, hyper techniques, que tu as aussi, ben, les événements un peu d'influenceurs, mais qui se font en ligne. Il y en a encore qui participent à ce type d'événement. Mais, mais concernant l'intelligence artificielle, je pense que les gens se trompent quand ils pensent qu'une intelligence artificielle va planifier leur événement pour eux. Un événement, ça reste quand même, il faut connaître les gens, il faut savoir sur quel type de terrain on travaille, il faut aller à la rencontre aussi des partenaires et c'est ça que je pense que l'intelligence artificielle, elle pourra pas remplacer. Certes, elle pourra, te dire par A plus B, prévoir, à J-7, qu'est-ce que tu es censé faire à J-3, OK, mais il y a quand même des couacs humains, qui font que, il y a c'est sur ce coup, c'est pas remplaçable. Et il y a une personne ah oui, il y a une émission dans laquelle j'ai participé que j'ai adorée, qui disait: «Oui, l'intelligence artificielle va nous remplacer, mais ne va jamais remplacer les humains pour dire de la merde». Et là, je me dis: «Mais c'est vrai», parce que quand tu es dans des événements et cetera, tu as des risques, tu te dis: «Mais il y a qu'une personne humaine qui peut en parler». Même s'il y a plein de choses que tu peux anticiper, je pense qu'il y a des choses, une fois que tu bosses dedans, c'est pas possible, quoi. Ouais, ça apporte, c'est organique, du coup, ça apporte un peu de bienveillance, un peu, enfin, un peu un ton aussi, qui est unique, donc ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, non, c'est sympa. Et oui, enfin, c'est vrai que Solidor, c'est un projet qui porte une vision claire, enfin, solidaire. Heu Est-ce que tu pourrais essayer de résumer, Solidor en un seul mot? Franchement, si je devais résumer Solideur, je dirais c'est l'intention. Parce que c'est vrai que quand je travaille avec certains clients, souvent, ils me remercient de l'intention qu'on a mis dans les événements. Il y a un témoignage qui m'avait vachement touchée, c'était un client qui m'avait dit: «J'ai vu décrisper des visages qui ont vraiment l'habitude d'être serrés pendant les événements. J'ai vu des personnes, apprécier parler aux autres» et ça, je pense que c'est quand même, une valeur ajoutée de mon entreprise, c'est que on se donne, vraiment pour les gens. On n'est pas non plus, bénévole, donc voilà, on a des budgets qui sont clairs, des devis clairs, des factures claires. Mais par contre, quand on fait un événement, on sait qu'on est beaucoup à l'intention humaine. Alors que quand parfois je vais à des événements qui même se prétendent être solidaires, tu sens tout de suite que à la base, il y a pas une réelle intention, de connecter les gens ou il y a pas une réelle intention de, parler d'impact environnemental ou social et en fait, parfois certains événements honnêtement, ont l'air un peu fake, un peu superficiels et c'est vrai que, moi dans mon entreprise, ça a toujours été important de bien connaître mon client. C'est des gens avec qui je peux prendre un café, c'est des gens avec qui on va discuter des pires problèmes. C'est des personnes qui vont pas avoir honte de me dire: «OK, là, on a tel budget, on pourra pas aller en dessous» et c'est aussi comme ça que je sélectionne les gens. C'est des gens qui vont être honnêtes dans la façon dont ils vont, aborder l'entrepreneuriat. Ça va pas être des personnes qui vont me dire, «Oui, oui, oui, on peut le faire, même avec un temps de budget» et cetera et qui au final, en fait, ne respectent même pas ça. Ils ne te respectent même pas donc voilà. OK, c'est une belle maxime, l'intention, c'est bien, c'est porteur, je pense. Mais c'est vrai que j'arrive pas bien à visualiser les projets. Enfin, est-ce que tu peux me raconter peut-être un projet qui t'avait le plus kiffé ou que tu as, vraiment apprécié organiser? Oui.
En fait, les projets, par exemple, le social club, on a les coffee dates et les apéro dates, comme je disais. Donc, c'est comme faire un date avec quelqu'un, mais t'as que des bonnes copines, quoi. T'as des dinner clubs, donc faire des grands dîners entre copines qu'on va lancer. Et t'as aussi des ateliers un peu créatifs pour les gens qui ont envie ben, de faire des gâteaux, de faire du painting, etc. Ça, c'est la partie social club, à peu près les événements qu'on met en place. Et pour la partie avec, les clients avec qui je travaille, notamment, j'ai travaillé avec le Forum des migrations, sur, 2-3 événements. Eux, la Journée internationale des migrants, ils organisent une journée, à peu près, en décembre, je crois le 18 ou le 19 décembre. Et la Journée internationale des migrants, ça va être une série de conférences, de cocktails, de cérémonies de remise de diplômes, parce qu'ils ont aussi un appel à projets qu'ils veulent mettre en avant, des expositions. Ça peut être ce type de projet. Un projet que j'ai vraiment kiffé faire, c'est, le festival des diasporas. Et en gros, ils m'ont dit: «Nous, on a créé un festival des diasporas il y a 2 ans. Honnêtement, on aurait pu mieux faire. On a tout fait au dernier moment, c'était les mêmes personnes qui sont venues. On a une population qui ne s'est pas renouvelée, donc c'est des classes, un peu âgées de diaspora. Comment est-ce qu'on peut recréer une programmation pour que les gens, se reconnectent aussi à ce sujet des diasporas et qu'on apporte aussi un côté un peu plus fun au mot diaspora?» Et ça notamment, donc j'ai revu toute la programmation, j'ai dû revoir la communication. Je leur ai dit: «Faut qu'on fasse des vidéos, faut qu'on placarde des affiches, faut que l'affiche, elle donne envie, donc que les couleurs, on les casse, ce côté un peu vieux de la diaspora». Et c'est des projets sur lesquels c'était top parce que, certes, difficile, parce qu'on a quand même des générations qui ont du mal à accepter un peu un renouveau d'événements. Ils ont connu des événements qu'ils veulent garder jusqu'au bout. Et malheureusement, il y a aussi une nouvelle classe de diaspora qui arrive. Donc ce qui a été vraiment, le plus difficile au départ et le plus fun en même temps, c'est, concevoir l'événement et vraiment créer une stratégie autour de l'événement pour que ça pousse les gens à venir et à aussi, se retrouver dedans. Ouais, non, mais ça fait plaisir, enfin, moi, c'est vrai que je suis très attaché au côté communautaire, enfin, de pouvoir, parler avec ses pairs, des gens qui comprennent directement, tes intentions, donc ouais, c'est clair que c'est sympa que tu mettes ça en avant et en scène. Donc merci Audrey, pour, d'avoir participé, à la Relance Parents. J'espère que ça pourra inspirer, d'autres gens, à se lancer, à trouver des intervenants, à faire le choix de créer un événement, d'essayer d'avoir, des rencontres, enfin, dans ces événements. Et oui, voilà, si cet épisode, vous a, passionné, n'hésitez pas à me contacter pour, démarrer un projet, comme le tien, Audrey. Et encore merci, à l'ascenseur, de nous avoir, prêté ses locaux pour pouvoir, réaliser cette interview. Oui, Audrey, pour conclure, et si tu as un petit conseil à donner aux gens qui aimeraient se lancer dans l'événementiel, tu pourrais leur dire quoi? Donc par rapport à l'événementiel, moi je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer la partie planification et organisation. Parce que c'est vrai que un événement, on peut se dire: «OK, demain, si j'ai envie d'organiser, un tournoi de foot, ben, je réunis des personnes, je les mets, sur un terrain et je leur fais payer un billet». Mais derrière tout ça, il faut vraiment réfléchir, aller loin, dans la planification et la conception. Une autre chose aussi que j'aimerais dire, c'est que l'événementiel, moi, je l'ai fait d'abord bénévole. Et c'est après que j'ai vraiment, réussi à trouver cette vocation-là. Donc, un conseil que je donnerais, c'est n'ayez pas peur effectivement de commencer à cumuler d'abord de l'expérience et après à facturer rapidement. En entrepreneuriat, je pense que c'est clair, si vous n'arrivez pas à facturer, je pense, la première année, il faut quand même se poser des questions sur, la viabilité de l'activité et ne perdez pas de temps honnêtement, si vous sentez que le modèle n'est pas assez clair, que les clients ne sont pas assez clairs ou que vous n'arrivez pas suffisamment à dégager l'intérêt aussi de votre entreprise. OK, merci. Merci Audrey. Merci.